Le 3 avril, il était au Carrousel de Louvre pour la 21e convention de l'Anacofi, intitulée « Catastrophe, révolution ou prolongement ». Il est avec nous en plateau, le président de l'Anacofi, David Charlet. David, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cette convention, on a vu que l'après-midi, il y avait différentes assemblées générales parce qu'il y a plusieurs structures dans l'Anacofi. Je voudrais qu'on commence par faire un petit point sur l'ambiance dans les différents métiers que vous couvrez. Alors, dans les différents métiers, on a effectivement plusieurs ambiances. On a l'univers de l'immobilier qui fait un peu la tête, et depuis un moment. On a un univers qui se remet de ce qui a été une crise et qui est encore un peu chancelant, qui est l'univers des intermédiaires bancaires, ce qu'on appelle les IOB. Et puis, on a l'univers de la finance qui se porte plutôt pas mal et l'univers de l'assurance qui se porte bien. Voilà. Donc, si on veut résumer, ça donne ça. Alors, ça veut dire qu'avec ça, on fait les CGP et on fait les conseils en finance d'entreprise. Les conseils en finance d'entreprise vont plutôt pas mal parce que ce qu'on appelle la finance d'entreprise chez nous, c'est aussi des accompagnants en développement, FUSAC et autres. Ils vont plutôt correctement. Et les CGP, bien bon an, mal an, ce qu'ils nous disent, c'est pas facile, mais on fait notre chiffre. Voilà. Donc, du coup, on l'a vu, l'ambiance que l'on a eue dans les salons et qu'on a eue pendant notre assemblée générale, c'est pas une ambiance de dépression, mais c'est quand même une ambiance où tout ne va pas très bien. Ok, globalement, la famille Anacofi va comment ? Globalement, la famille Anacofi va plutôt pas mal. On perd des adhérents côté immobilier, mais l'Anacofi, globalement, est en croissance de plus 3,5% d'entreprises, je crois, donc sur une année. Et on est déjà dans le vert sur le nombre total d'adhérents après les réadhésions. Or, c'est au moment des réadhésions qu'on voit les disparitions. Ok, alors on va se focaliser, si vous voulez bien, sur la partie CGP, parce que c'est eux qui nous écoutent. Grosso modo, vous dites la tendance, c'est on est content, on fait notre chiffre, mais c'est plus dur. La dynamique des CGP, c'est un peu ralenti ? C'est forcément un peu ralenti. C'est-à-dire on a déjà conquis une part de marché qui est quand même assez importante, ce qu'on appelle l'univers de la gestion de patrimoine, a fini de manger le courtage classique en assurance vie. On s'est ouvert vers d'autres clients. La tech est arrivée, donc on a un schéma entre les traditionnels cabinets jusqu'au cabinet tech. Donc tout ça s'était déjà fait, on a déjà trouvé de la place. Alors on continue à gagner des parts de marché, on continue à avoir de la croissance, mais c'est vrai qu'on n'aura plus cette croissance, pas exponentielle, mais enfin au moins à deux chiffres qu'on a connu pendant quelques années pour en arriver là où on en est. Il faut voir qu'on touche maintenant une grande partie de la population qui est capable d'épargner dans ce pays. C'est plus on est minoritaire en termes de nombre de clients sur le marché total, mais à l'intérieur de ceux qui peuvent épargner, on est déjà très présent. Donc, les marges de croissance sont moins importantes que dans le temps. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ces enjeux de la profession. L'un des mouvements majeurs, c'est la concentration. Est-ce que ça vous inquiète dans la capacité de renouvellement des troupes ? Alors non, parce que c'est pour l'instant une concentration très particulière. C'est-à-dire qu'on a à la fois plus d'entrants qu'il y a de sortants, malgré des vagues de sortants, pour plein de raisons. Et puis, on a une augmentation des chiffres d'affaires de quasiment tous les niveaux, c'est-à-dire que les CGP qui étaient petits deviennent un peu plus gros, les CGP moyens deviennent un peu plus que ce qu'ils étaient avant, et on a pour autant, et c'est indéniable, une concentration entre les mains de quelques grands acteurs du chiffre d'affaires. Mais les autres arrivent et amènent du nouveau chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, c'est ça qu'on a vécu, c'est très particulier. Si vous regardez, il n'y a pas de concentration en nombre d'entreprises, solde net fin d'année, alors que pourtant, on a deux très grosses entités qui ont concentré du chiffre d'affaires déjà existant avant vers elles, Castorama, qui ont créé des marques qui ont une valeur en tant que marque et qui sont capables d'aller à la conquête. Donc c'est simplement un changement de modèle. C'est vrai que l'Anacofi, il y a quelques années, c'était à peine 17% des membres qui étaient sous une forme ou une autre en format réseau. Aujourd'hui, on va se retrouver certainement pas très très loin de 50-50. C'est vrai. Mais pour autant, j'ai quand même toujours plus d'entreprises qui sont des entreprises indépendantes. Question sur des phénomènes générationnels. J'ai l'impression, mais que les seniors n'ont pas la même vision de l'épargne et du patrimoine que les jeunes. À la fois dans la logique de constitution, à la fois dans la logique des actifs dans lesquels on a vocation à investir. Les jeunes sont peut-être plus ESG, plus crypto, par exemple, que les seniors. Est-ce que vous trouvez que ça impacte le marché des CGP ? Ça l'impacte, simplement, on peut se rappeler que les CGP sont toujours adaptés. Quand ça a été le moment des structurés, ça a été le moment des structurés. Quand ça a été le moment de l'equity, c'est l'equity. Quand il a fallu faire de l'immobilier, ce qu'ils faisaient pas avant, ils l'ont fait. Donc les CGP, ils sont adaptables. Il faut quand même se garder à l'esprit que le chef d'entreprise moyen de l'Anacofi, il a 49 ans. Il n'a pas 70 ans, il a 49 ans. Il est dans son temps. C'est-à-dire que lui-même, il a les mêmes... Est-ce qu'il est ESG ? Nous, on a fait un sondage l'année dernière, l'été dernier. On a vu qu'ils étaient plutôt plus ESG que la moyenne des Français.
Mais si vous considérez que c'est un cadre, en fait, il est dans son époque, le CGP classique. Donc, bien sûr que tout ça change quand on entend que 50% des moins de 35 ans, c'est plus des moins de 25, c'est des moins de 35, se disent prêts à investir dans les cryptos. Forcément, le CGP va devoir se concentrer là-dessus. Mais enfin, lui aussi, il est là-dessus. Lui aussi, il a peut-être investi à titre personnel sur des cryptos. Ok, on vient de parler du terrain, on vient de parler du marché. Je voudrais qu'on parle réglementation, parce que c'est un peu aussi le rôle de l'Anacofi de discuter avec les pouvoirs publics. Je voudrais qu'on parle de l'Europe. Où en est-on sur la Retail Investment Strategy, la fameuse RIS? Bon, 18 mars, premier trilogue. Bon, il y a 3 textes sur la table. Un texte d'origine qui est quand même très déshabillé parce qu'il a été refusé sur plein de points par les 2 législateurs. Les législateurs sont les États. Et puis de l'autre côté, c'est le Parlement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant le trilogue doit permettre une fusion pour arriver à un seul et unique texte sur la base des textes, théoriquement, des 2 législateurs. Celui de la Commission étant simplement un travail initial. Alors, ça n'a pas l'air de se passer très bien pour eux, pour plusieurs raisons. Mais ça ne veut pas dire que le texte ira pas au bout, parce qu'ils veulent l'amener au bout. Quand on lit le procès-verbal informel qu'ont fait les Polonais, puisque c'est eux qui pilotent pour l'instant, on lit qu'ils ont quand même un petit problème avec ça, puisqu'en même temps arrive un nouveau texte qui s'appelle la SIU, Saving Investment Union. Donc le nouveau nom de l'Union des marchés de capitaux, un nouveau nom ou la nouvelle présentation. Alors, pas tout à fait, mais ça en fait partie de ce grand truc du Capital Market Union. Mais en tout cas, c'est quand même très très proche de l'idée même de la RIS elle-même. Et donc ce truc est annoncé. Et puis de l'autre côté, ils ont le projet de simplification qui arrive. Et le projet de simplification européen, le paquet de simplification européen, il dit la chose suivante. On va corriger ce qu'on a fait dans le passé, on va travailler autrement pour le futur, en faisant plus simple, mais on va aussi impacter ce qui est en cours de négociation. Et là, quand vous rentrez dans un trilogue où vous devez fusionner, un problème. Ce qui fait que le premier trilogue se termine par... on va essayer d'amener ça au bout parce que le SIU, il faudra 36 mois pour en avoir une idée et on peut pas attendre 36 mois. Mais on sera impacté. Donc, que fait-on? On demande à la Commission, on lui donne 6 semaines pour nous donner une copie sur comment on pourrait faire plus simple, une idée de comment on pourrait faire ça. Et la Commission, première réaction de la Commission, c'est on va essayer, mais on ne sait pas si les travaux ont vraiment commencé. Et puis si on n'y arrive pas, on retirera purement et simplement le texte. Ce qui était imprévisible et ce qui n'arrivera certainement pas entre nous. Mais enfin quand même, voilà la réaction. Donc on voit qu'on est dans une situation sur cette RIS dont on a quand même besoin. On la critique sur certains aspects, mais soyons clairs, on en a besoin. Mais qui est quand même très particulière. On est devant un texte qui se retrouve avec des gens qui le travaillent, qui sont un petit peu dans un moment, pas de panique, mais en tout cas eux-mêmes d'interrogation sur comment ils finissent. La question que se pose tout le monde, parce qu'elle est importante pour les modèles économiques, est-ce que les rétros vont rester? Parce qu'en fait, si on regarde les textes, le Parlement avait sensiblement édulcoré les choses, mais la présidence belge à l'époque avait dit il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des rétros, mais je vous mets une liste de clauses qui fait qu'on était là, on se disait c'est pas si évident qu'elle reste. Vous aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore des débats là-dessus? Il y aura toujours des débats, mais parce qu'en fait on mélange 2 débats. On mélange le débat du modèle, honoraire versus commission, et puis le débat du prix. Et en fait, c'est là qu'on a tort. C'est-à-dire que ce sont 2 débats différents. On peut avoir un modèle et pour autant avoir une discussion autour du niveau normal des prix. Mais entre nous, est-ce que le débat, pardon, mais pour la RIS, est-ce qu'on n'est pas en train de dire conflit d'intérêts, bidule, truc chouette, etc. Mais en fait, le problème de l'Europe, il n'est pas là. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle veut faire baisser les prix. Oui, bien sûr, mais c'est écrit dans les statuts de la BCE. Ce que tout le monde a oublié, c'est que l'un des fondements de l'Europe, c'est d'exercer une saine pression à la baisse sur les prix. L'ennui avec ça, c'est que du coup, on a transféré de la production de richesse vers ailleurs, où c'était moins cher. On a d'abord sorti de l'Europe, mais dans nos métiers, on peut pas. Donc ça veut dire que dans nos métiers, tout ce qu'on fait, c'est baisser du chiffre d'affaires et baisser du salaire à la fin. Nos métiers emplois. L'Anacofi, c'est 30 000 emplois. Vous baissez les prix, c'est intéressant, mais si vous baissez les prix sans permettre de gagner par le volume, vous faites des licenciements. C'est aussi simple que ça. Or, ce sont des consommateurs européens. Et accessoirement, ce qu'ont prouvé tous les modèles qui ont essayé l'honoraire, c'est qu'une fraction de votre population, en plus, échappe au Conseil, fait ce qu'elle fait, et le plus souvent ne fait rien. Sauf avantages fiscaux consentis, un exemple, la Suède, un exemple, la Grande-Bretagne, un exemple, les Pays-Bas, où il a fallu que l'État donne de l'argent. Mais un État qui en avait. Or, aujourd'hui, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'à force de faire ça, on a appauvri certains États, et qui, au bout d'un moment, d'ailleurs, sont obligés d'arrêter ce type de politique ou de les réformer. Ok, on quitte l'Europe pour revenir en France. Bon, cela dit, on quitte, j'exagère un peu, on va parler de la RIS. Donc, il y a un des sujets de la RIS qui montre l'importance de la volonté de faire baisser les prix, c'est la value for money. Et en France, on a un régulateur qui s'appelle l'ACPR,
aime bien faire des positions, recommandations et qui aime bien émettre de la doctrine, qui a fait notamment un travail sur les frais. Comment vous jugez la couche ACPR par rapport à la couche européenne qu'à la profession déjà? La CPR, elle a posé un problème de départ quand elle a commencé à faire ça, parce qu'elle fait des recommandations. Une recommandation, c'est pas une position. C'est-à-dire que normalement, la CPR, à la différence de l'AMF, ne peut pas produire de doctrine. Or, quand la CPR sort une recommandation, on comprend bien que ses équipes de contrôle la feront appliquer et que tout le marché est prié de faire ce qu'elle vient de demander. Ça, c'est un premier sujet qui est en train de se traiter, puisque c'est maintenant que dans un texte de loi débattu au Parlement français, on est en train de donner officiellement le pouvoir à la CPR de faire de la doctrine, ce qui veut dire qu'elle l'avait pas. Bon, donc déjà en soi, il y a un sujet avec ça. Ensuite, par contre, le fait qu'il fallait faire quelque chose. Alors, quand la CPR se saisit du sujet value for money, c'est déterminer un niveau de prix normal, avec des efficacités de produits normales. Voilà. Et après, on va voir comment on le fabrique. Quand elle décide de le faire, on est au même moment à Bruxelles avec les rapporteurs français, enfin toute l'équipe négociatrice française, en train d'essayer d'éviter l'existence de la value for money. Donc c'est vrai qu'on est un peu tous tombés de l'armoire. Ouais, mais je vous dirais, à leur décharge, c'est que grâce au fait que, par exemple, ils aient commencé à créer un baromètre en France. Ça, c'est le deuxième temps. C'est-à-dire que le premier temps est surprenant. Le deuxième temps, en revanche, quand ils le font et que là, ils déterminent des benchmarks, il se trouve que là, pour le coup, dans les versions de texte qui sont en cours de négociation, l'une dit, vous ne pourrez avoir des benchmarks nationaux que s'ils préexistaient avant telle date. Et là, on comprend la position de la CPR qui, en fait, vient dans une solution de sécurisation de son marché national et de ce qu'on pourra faire nationalement. C'est la première prise de décision qui est étonnante. Par ailleurs, la CPR a pris une décision produit une recommandation à la fin de 2024 autour du conseil et des informations du client. Honnêtement, elle est très bonne. Le sujet là, il est juste, mais la CPR théoriquement peut pas faire de doctrine, mais elle nous arrange la dernière. Donc c'est là qu'on est un peu ennuyé avec ces prises de position. Certaines arrangent vraiment, sont tout à fait cohérentes, résolvent des problèmes qui naissent d'interrogations auxquelles on n'avait pas de réponse. Mais en même temps, le premier tir sur la value for money a perturbé beaucoup de monde, en plus d'obliger certaines entreprises à devoir déclencher des processus internes pas simples. Je reviens sur la situation française. Il y a eu une séquence qui n'était pas prévue dans votre convention, dans laquelle Sonia Fandler est venue s'exprimer sur ce qui se passait sur le dossier Harvest. Vous en tirez quelle leçon ? La leçon principale, c'est on nous a poussé à la digitalisation à mort sans regarder que la digitalisation à mort, elle implique d'abord des bugs réguliers. L'Anacofi est totalement digitalisée aujourd'hui. Moi, je peux vous dire, il y a des tickets, ce qu'on appelle des tickets ouverts tous les jours. Donc ça, c'est le bug. Et d'ailleurs, on a vu un intervenant de Finance Innovation il y a quelques temps qui avait dit, donc lui, il est pro-digital à mort, mais il dit, attention, je vous préviens, contrairement à ce qu'on dit, plus vous digitalisez, plus il faut gérer du bug régulièrement. Là, on a une attaque. Et ce que l'on voit, c'est que quand on est totalement digitalisé, si jamais le fournisseur est attaqué, vous avez un problème qui s'étend à tous ceux qui sont des utilisateurs de ce fournisseur. Ça, c'est quand même un élément important. Après, il faut donc qu'on apprenne à vivre avec ça dans nos entreprises. Or, beaucoup de gens ont fait une chose, ils se sont déportés. Ils ont acheté une prestation, ils ont juste tout transféré vers ce modèle digital. Et dans leur plan de continuité d'activité, va falloir maintenant réfléchir. C'est-à-dire comment on fait si, alors que j'ai tout basculé vers ce genre de prestataire en qui j'ai confiance, ça plante, que ce soit un bug ou que ce soit un piratage. Et comme l'a très bien dit Sonia, et là-dessus je suis d'accord avec elle, et nous on a un juriste salarié DPO tech à l'Anacofi, si je pense que c'est assez rare, mais on est tous d'accord sur un point. C'est mais qui sera le prochain ? D'accord, ça veut dire qu'en pratique, il va falloir quoi ? Alors, il va falloir que chaque CGP revoie son sujet plan de continuation d'activité. Oui. 2, se disent, il faut que j'ai le lien CNIL direct pour dire dès que j'apprends quelque chose que j'informe la CNIL. Et 3, il va falloir avoir son papier qui est prêt pour faire jouer son assurance cyber, pour aller au pénal, pour pouvoir l'activer. Alors pénal, pas pénal, mais en tout cas, ces 3 aspects sont à prendre en considération. Le premier, c'est de penser son PCA en se disant que j'ai une solution pour pouvoir continuer à accompagner mes clients. Le fait que les données soient volées, si mon prestataire est attaqué, elles l'auront été. Mais moi, il faut que je puisse continuer. Il faut se rappeler que nos métiers sont tenus par une règle de continuité du service. Quand vous êtes bloqué 15 jours, c'est un vrai problème.
Et donc, il faut qu'on ait des PCA qui nous permettent de pouvoir traiter à minima les demandes ou les besoins de nos clients. Ça, c'est nécessaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut connaître les délais et savoir vers qui on se tourne. Alors là, je pense que nous, Anacofi, on a tout mis à disposition de nos membres. Il y a tout. Il y a même des notes qui préexistaient. On a même mis une formation dessus depuis 1 an et demi. Donc, en plus, ils peuvent tout trouver. Mais je veux dire, il faut le regarder. Et ce fameux délai de 72 heures, mais il faut le regarder. Pas raisonnable. Bah, pardon, David, je vous entends, mais il faut le regarder. On est tous sous l'eau. Le nombre de mails qu'on reçoit quand on lit pas. Oui, mais ça fait partie de votre conformité minimum. C'est-à-dire que si vous basculez vers un modèle digital, vous devez en connaître les règles et les contraintes. Le fait de suivre une formation sur le cyber quand votre fédération, et je sais qu'on n'est pas les seuls à l'avoir fait, ont mis à disposition ça, faut quand même y penser. Le fait que vous ayez des notes... Dans France, on a des fédérations co-régulateurs. Ce qui est rare, c'est le seul pays d'Europe. Le reste, c'est l'Amérique du Nord qui fait ça. Mais à quoi ça sert? Ça sert justement à ce que théoriquement, les choses soient déjà disponibles. Il faut que de temps en temps, là, on s'est fait tous prendre au piège peut-être plus vite qu'on a pu acculturer une population. Mais je veux dire, là, maintenant, les gens vont être sensibilisés à ça. Il faut qu'ils le fassent. Puis, dernier point, et le délai des 72 heures est déraisonnable, pour le coup. Il est très clair. Il n'est pas tenable. Tout un écosystème peut pas se rendre compte d'un incident et tout le monde déclarer en 72 heures. On n'a même pas le temps de traiter, de comprendre et d'envoyer les messages pour que tout le monde déclare en 72 heures. Ça, il faudrait que les autorités l'entendent. Ils le feront, ils le feront pas. Et puis dernier point, en effet, il y a cette assurance avec les contraintes qu'elle pose. Il faut que chacun regarde si, en fonction de comment il marche, il a besoin ou non de cette assurance. Mais s'il est en cyber, il faut qu'il s'assure. Et les contrats d'assurance imposent un certain nombre de choses, peut-être même de porter plainte, alors même que la loi l'impose pas. Parce que je rappelle que la loi n'impose de porter plainte que dans un cas qui est particulier et qui est peut-être pas celui que vous allez rencontrer. Ok, dernière petite question. Le 3, c'était la convention. Le 2, c'était Trump qui parlait. Oui. Qui a commencé à mettre un peu de bazar sur les marchés. Vous vous dites quoi? Vous vous dites décidément on a un métier, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure en introduction, on a un métier où notre job c'est toujours d'affronter les crises? C'est pas toujours d'affronter les crises, mais c'est dans les moments de crise qu'on est les plus utiles, voire même les plus demandés par les clients. Donc on est un métier de gestion de crise. Aussi, on est un métier de gens qui doivent expliquer ce que les gens doivent faire, situation normale, classique. Et puis, si un moment où vraiment il faut qu'on fasse notre job, c'est celui des crises. Par contre, faut pas nous-mêmes partir en panique. C'est pas le conseiller, c'est pas le pompier qui doit partir en panique. Il n'est utile que s'il garde la tête froide. Ça, c'est évident. Or là, on a une situation qui est complexe et qui pourrait le devenir de façon plus dure, parce qu'on parle la bourse. Mais moi, j'ai eu hier une cliente qui, elle, a des titres d'entreprise non cotées, c'est une entreprise familiale dans laquelle elle a des titres, et qui n'a pas de panique parce qu'elle voit pas la valeur tomber tout de suite de sa société dans laquelle elle a des parts, mais qui quand même se dit, mais si tout ça dure, qu'est-ce qui va se passer sur le truc qui, en fait, me fait gagner ma vie par les dividendes que je reçois tous les ans? Donc, si ça dure, on va avoir quand même une situation plus tendue dans laquelle il faudra prendre ses marques. C'est évident, c'est pas juste il s'est passé une déclaration de Trump, il y a la suite. Qu'est-ce que tout ça va provoquer? Merci beaucoup David Charlet d'avoir été avec nous. Je vous l'avais annoncé au début, dans des moments comme ça, il faut prendre le temps de comprendre, le temps de prendre les bonnes décisions, ne jamais se précipiter. Je crois que nous venons de nous offrir la plus longue émission des plus encore depuis qu'on l'a fait. En tout cas, on a essayé de tout faire pour vous apporter des infos sur tous les dossiers chauds actuellement de la place. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain. Ciao.